Ouverture ce lundi 6 février du forum Mining Indaba au Cap en Afrique du Sud. À l'issue de cette 28e édition qui se tient du 6 au 9 février, les participants vont réfléchir autour du thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Les détails dans ce journal. L'Assemblée générale de la SOCODA aura lieu le jeudi 9 février prochain au Musée national, ce après l'autorisation du Conseil d'État. Le rapport de l'exercice passé et d'autres résolutions seront examinées lors de ces prochains travaux, à suivre également dans cette session d'information. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le 85e Conseil des ministres s'est tenu en visioconférence le week-end dernier, présidé par le président Tshisekedi, occasion de revenir sur l'implémentation du programme de gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques au regard de l'augmentation constatée de ces déchets issus de l'importation, surtout que le recyclage de ceux-ci pourrait générer d'importantes ressources financières et des nombreux emplois. Les détails dans ce commentaire. Ainsi donc, dans les soucis de rester cohérents avec les engagements internationaux en matière de lutte contre les changements climatiques, le président Tshisekedi a, au cours du Conseil, demandé à la vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable et au ministre du Commerce extérieur de présenter prochainement les dispositifs mis en place au niveau national pour permettre à la RDC de recouvrer ses éco-redevances, taxes de recyclage anticipées. Le président de la République a rappelé que notre pays est très dépendant des importations. Nous assistons à une augmentation constante des déchets des équipements électriques et électroniques importés. La prolifération de ces déchets, entassés sur des décharges à ciel ouvert, menace la santé publique et l'environnement alors même que leur recyclage pourrait générer d'importantes ressources financières ainsi que de nombreux emplois liés à la filière de recyclage tout en préservant l'environnement. Le président de la République a également rappelé que notre pays dispose d'un programme de gestion des déchets, des équipements électroniques et pneumatiques, élaboré conformément aux dispositions de la Convention de Bâle de 1989. Les buts principaux de ce programme étant d'une part de réduire le transfert de ces produits polluants des pays industrialisés vers les pays en voie de développement et d'autre part de donner des capacités techniques et financières nécessaires à la gestion rationnelle des déchets. Ces taxes sont perçues par les fournisseurs internationaux lors de la vente aux importateurs des équipements électroniques et pneumatiques en RDC. Quant au dispositif exigé par le président Tshisekedi, il doit être présenté au premier conseil du mois de mars. Et les jeunes en particulier. Toujours lors de ce Conseil des ministres, la question portant opérationnalisation des zones économiques spéciales par le biais de son financement a été soulevée. Le ministre de l'Industrie a ainsi présenté le processus de mise en place d'un fonds spécial évalué à 1,9 milliard de dollars américains. Écoutez les éclaircissements du porte-parole du gouvernement. Faisons suite à la communication du président de la République sur la nécessité de financer des zones économiques spéciales. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil les rapports sur le processus de mise en place du Fonds spécial de financement des dites zones. Il a indiqué que ces fonds, évalués à 1,9 milliard de dollars américains, prendront en charge les différentes activités liées à l'acquisition des sites, à la conduite des études de faisabilité, à la construction des infrastructures de base et des guichets uniques et à l'amélioration du climat des affaires. Les états des besoins relatifs aux frais de démarrage et des fonctionnements seront soumis par la Direction générale des agences des zones économiques spéciales AZES à son approbation en tant qu'autorité de tutelle, de manière à lui permettre à son tour de solliciter la mise à disposition des fonds en faveur de cette agence auprès de ses collègues de budget et des finances. Le ministre de l'Industrie a rappelé que la création du Fonds spécial de financement des zones économiques spéciales est prévue dans les piliers 7, axe 35 du programme économique du gouvernement inspiré par le président de la République.
Mesdames et messieurs, sachez également que le président Tshisekedi a pris part le week-end dernier au 20e sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Bujumbura au Burundi en présence des 6 autres chefs d'État dont le président en exercice de cette organisation est chef d'État du pays hôte. La situation sécuritaire de la RDC était au cœur des 6 assises qui se sont tenues à huis clos. Regardez. En invitant ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est à Bujumbura, les présidents en exercice de cette organisation et chef d'État du Burundi, Evariste Ndayishimiye, voulaient évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer toutes les conséquences. Cette feuille de route qui exigeait notamment les retraits définitifs et effectifs des troupes pro-rwandaises du M23 des localités congolaises avant le 15 janvier dernier. À l'issue des discussions qui se sont tenues à huis clos, les 6 chefs d'État ont fait le constat du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés, impactant négativement sur l'économie de la région. Au cours de ces échanges, le président congolais Félix Tshisekedi est resté dans les principes des mandats beaucoup plus offensifs de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur, proposition adoptée dans les communiqués final. Le sommet s'est engagé à continuer dans son engagement en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et d'y établir la sécurité durable. Félix Tshisekedi a interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ses troupes sur les terrains des opérations. C'est très dommage que la population s'entraîne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Les 6 chefs d'État ont levé l'option d'une prochaine réunion des chefs d'état-major des armées de l'EAC, bien avant une réunion plus élargie. Autre titre d'actualité, le forum Mining Indaba 2023 s'ouvre ce lundi 6 février au Cap en Afrique du Sud. Au cours de cette 28e édition qui se tient du 6 au 9 février, les participants vont réfléchir autour du thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Les commentaires est de Patrick Mumbala. Au cours de ces forums internationaux sur les mines, la République démocratique du Congo sera représentée par la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambaye, qui conduit une forte délégation composée notamment des responsables de l'administration des mines, ainsi que ceux des services spécialisés des mines, entre autres le cadastre minier, le CESC, le SGNC, pour ne citer que cela. La ministre des Mines va faire valoir les opportunités d'investissement dans le secteur minier de la République démocratique du Congo au cours de ces forums, note sa cellule des communications. Pour rappel, cet événement a pour enjeu de rassembler des investisseurs, des financiers, des exploitants, des fournisseurs et des sociétés minières et d'exploitation pour 4 jours dans l'objectif de conclure des transactions inégalées et de lancer des discussions des premiers plans dans l'industrie et des relations d'affaires. Mining Indaba est l'occasion de réunir la communauté minière pour susciter les changements et stimuler des investissements en Afrique. Enfin, l'Assemblée générale de la Société congolaise des droits d'auteur s'y tiendra le jeudi 9 février prochain au Musée national, ce après l'autorisation du Conseil d'État. Le rapport de l'exercice passé et d'autres résolutions seront examinées lors de ces prochains travaux. Les prévisions dans ce reportage de Philo Chiloba et Pichunzita. Après plusieurs reports de la tenue de l'Assemblée générale de la SOCODA grâce aux arrêtés du ministère de la Culture, les conseils d'administration et la direction générale actuelle de cette société congolaise, droit d'auteur, avaient saisi le Conseil d'État pour suspendre les effets de ces arrêtés. Conséquence, l'Assemblée générale est fixée pour le 9 février prochain. Le musée national va accueillir les travaux. Les points à l'ordre du jour seront notamment l'examen et l'adoption des résolutions de cette assemblée. Selon les textes qui régissent cette structure, la SOCODA, il est prévu qu'il y ait chaque année une assemblée générale, question de rendre compte de la gestion de la société. Or, depuis un certain temps, ceux qui étaient censés convoquer l'Assemblée générale ne le faisaient pas. Et ce qui faisait croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose de louche.
C'est ainsi que ça avait créé des remue-ménages, et il y a ceux qui n'étaient pas gestionnaires ont exigé à ce qu'il puisse y avoir assemblée générale. Mais bon, ceux qui étaient censés de le faire ne le faisaient pas. C'est ainsi que ils sont allés voir l'autorité administrative, qui est le ministre de la Culture, qui finalement a pu convoquer cela, et ça sera ce jeudi. Il y a une structure qui est censée faire l'audit, comité de surveillance, qui malheureusement ne fait pas son travail. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi, vous avez, il y a certains membres qui avaient démissionné, notamment le professeur Yuka, parce que les choses ne marchaient pas bien. Alors, cet audit, nous le saurons davantage le jeudi, lors de l'Assemblée générale. En gros, on va parler de tout ce qui divise les membres. Linge sale, tout ce qu'il y a comme suspicion, tout ce qu'il y a comme rumeur, on va les élucider lors de l'Assemblée générale. Mais il y a plusieurs assemblées générales qui n'ont pas été convoquées. Et donc, par rapport à ce rendez-vous de jeudi, il y aura dépôt et l'examen du rapport de l'exercice 2021-2022. On ne sait pas ce qui s'était passé, il y a eu combien d'entrées, est-ce qu'on avait rétribué les droits aux artistes? On n'est pas au courant de ça. C'est parmi les points à l'ordre du jour. Celui-ci lance un appel aux personnes concernées à venir prendre part à cette assemblée générale tant attendue afin de lever toute suspicion. Autre chose à signaler dans ce journal, 2 sociétés viennent de gagner le marché de construction et livraison de 15 bateaux de pêche industrielle auprès du gouvernement congolais, qui veut accroître la production locale des produits halieutiques et assurer l'autosuffisance alimentaire de la population congolaise. L'information qui émane d'un communiqué du ministère de Pêche et Élevage, largement relayé ce lundi. Jonathan Bakile pour le commentaire. La société espagnole Arisa et les établissements congolais Yetu, en partenariat avec la société turque Perland Shipyard, ont gagné le marché pour la construction et la livraison de bateaux de pêche industriels en République démocratique du Congo, selon le communiqué officiel du ministère de la Pêche et l'Élevage. En effet, le ministère finalise la démarche pour l'élargissement de l'espace maritime congolais de pêche et l'implantation des infrastructures terrestres, de conservation et d'acheminement des produits de pêche vers les centres de consommation à travers tout le pays. Selon ces ministères, cette démarche vise à développer les secteurs de pêche industrielle, à accroître la production locale et à assurer l'autosuffisance alimentaire de la population congolaise en produits halieutiques. À en croire le ministère de la Pêche et l'Élevage, cette flotte de bateaux industriels neufs est répartie en termes de 3 bateaux de pêche industriels de 27 mètres pour la côte atlantique et 3 autres bateaux de pêche industriels de 16 mètres pour la même côte, 2 bateaux de pêche de 12 mètres pour le lac Albert, 2 bateaux de pêche de 12 mètres pour le lac Tanganyika et 5 bateaux de pêche de 8 mètres pour le fleuve Congo et ses affluents. La signature de ces contrats entre le gouvernement congolais et les 2 sociétés interviendra avant la fin de la quinzaine du mois de février de l'année en cours. Et puis, il est constaté à Kinshasa, en cette période de révision du fichier électoral, que certains politiques font usage de la fanfare lors de leur enrôlement, sauf que l'allocation de cette dernière devient de plus en plus coûteuse, selon les constats faits ce lundi par nos reporters Betty Tanfon et Joe Manana rendu par Fulgence Milay. La fanfare a un rôle de célébration des fêtes, mais aussi d'accompagnement des manifestations publiques. Comme c'est le cas aujourd'hui à Kinshasa, cette pratique actuellement très prisée par des probables candidats consistant à se faire accompagner par les partisans, ce qui explique notamment l'augmentation des prix des locations. La taxation de ces orchestres dépend de la distance et du timing de la manifestation, comme l'explique cet acteur du secteur. Le prix de la location dépend du temps de la manifestation. Tout marche avec le temps. La période du confinement n'avait pas beaucoup de rangées, car bénéfique pour eux en termes de temps. Au début, on ne se rendait pas compte, mais après, le constat est le même. Le prix n'a pas changé. Toutefois, les autorités publiques sont appelées à porter un regard sérieux pour réglementer davantage ces secteurs.
La commercialisation des crédits téléphoniques est un business à part entière à Kinshasa. Les téléphonistes qui les revendent rencontrent pas mal de difficultés liées notamment aux frais déboursés à l'achat qui impactent sur le gain. Ces derniers préfèrent la vente des forfaits en mégabytes plutôt que des crédits proprement dits. Fulgence Milaï pour le reportage. La commercialisation des unités cellulaires est un business très répandu à Kinshasa. Pour certains vendeurs en détail, les coûts du prix d'achat fixés en dollars américains impactent négativement sur la stabilité de leurs revenus. Pour y remédier, ils préfèrent la vente des unités en forfait mégabytes pour la connexion Internet. Pour ces commerçants, les entreprises de téléphonie mobile ne leur rétrocèdent pas grand-chose. Nous achetons les unités au taux de dollars. Actuellement, si tu achètes à 21 500 francs pour 10 dollars, vous revendez à 23 500 francs, le bénéfice est minime. Pour garder la clientèle, nous sommes obligés de vendre à ces prix. Nous ne gagnons rien comme bonus auprès des entreprises de téléphonie mobile. Rien. Et le côté qui ose même pas sa unité va tirer off. Et là ils allaient arrêter. Pour nous tous, nous gagnons par la vente des forfaits mégabytes. Nous vendons 1 gigabyte à 2500 qui vaut 100 unités, pourtant vendu à 2200 francs. Si vous vendez 100 unités à 2200, aucun client ne l'acceptera. Pour les clients, les prix varient dans chaque coin, mais salue par contre l'octroi de certains avantages par les entreprises des réseaux mobiles. Oui, il y a un avantage. Des fois, on a reçu un crédit à 500 francs par exemple. Mais on a BT 14-14. Nous avons certains avantages pour certaines formules d'activation des forfaits. Je peux acheter les unités de 500 francs et bénéficier d'un bonus d'1 gigabyte de connexion Internet. À 500 francs, on a 1 minute, on a solo, en plus, on a 1 giga. Le gouvernement, par les concours de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, RPTC en sigle, a intérêt d'avoir un œil regardant sur ces secteurs. Tout de suite, la revue de presse avec Patrick Mumbala. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue sur votre télévision, une revue que nous ouvrons avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa 3e page « Kinshasa rappelle la force régionale est-africaine à l'ordre ». La communauté kenyane de la force régionale est-africaine a été rappelée à l'ordre par le président Félix-Antoine Tshisekedi en marge du sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est tenu samedi à Bujumbura sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas venu soutenir le M23 et c'est très dommage que la population s'en prenne à vous. Vous êtes venu pour nous aider, vous n'êtes pas venu pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça, répondez aux questions de la population, communiquez avec la population, a dit le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mécontent du comportement des troupes sur le terrain des opérations, note le journal, dans une vidéo vue dimanche par la CPI. Ce rappel est intervenu immédiatement après le sommet extraordinaire au cours duquel les chefs d'État Ndayishimiye du Burundi, Félix Tshisekedi de la RDC, Museveni de l'Ouganda, Kagame du Rwanda, Ruto du Kenya et Suluhu de la Tanzanie ont constaté la non-exécution par les troupes du M23 de la feuille de route de Luanda et exigé de la force régionale un nouveau chronogramme pour leur retrait. Par ailleurs, note le journal, le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à rappeler que le mandat de la force régionale est sans équivoque offensif selon la lettre et l'esprit des communiqués des 3 conclaves des chefs d'État de l'EAC d'avril et juin à Nairobi, ainsi que le communiqué final du mini-sommet de Luanda, conclut le journal. Poursuivons cette revue des presse avec le tri-hebdomadaire d'information générale EcoNews qui titre « Le gouvernement prévoit de mobiliser 1,9 milliard de dollars américains de fonds spéciaux des financements des ZES après la nomination des animateurs de l'Agence des zones économiques spéciales, AZES en sigle. Le gouvernement de la République s'est fixé l'ambition de créer un fonds spécial de financement des ZES
L'ambition, fait savoir le journal, est de réunir l'enveloppe de 1,9 milliard de dollars américains. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a soumis vendredi cette question à l'approbation du gouvernement. Les états des besoins relatifs aux frais de démarrage et de fonctionnement seront soumis par la Direction générale de l'Agence des zones économiques spéciales à son approbation en tant qu'autorité des tutelles, de manière à lui permettre à son tour, note le journal, de solliciter la mise à disposition des fonds en faveur de cette agence auprès de ses collègues du budget et des finances par une lettre. Julien Paluku, poursuit le journal, a indiqué que ces fonds évalués à 1,9 milliard de dollars américains prendra en charge les différentes activités liées à l'acquisition des sites, à la conduite des études de faisabilité, à la construction des infrastructures de base et des guichets uniques et à l'amélioration du climat des affaires, conclut le journal. Poursuivons cette revue toujours dans les colonnes des Eco News qui titrent « Des entrepreneurs congolais exclus de la sous-traitance ». Des organisations professionnelles saisissent l'ARSP. Des Congolais, note le journal, ont encore du mal à bénéficier de tous les avantages rattachés à la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Malgré la mise en place de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, des pesanteurs subsistent, suppute le journal, reléguant des entrepreneurs congolais au second plan. Députés, les organisations professionnelles regroupant des jeunes entrepreneurs ont saisi les autorités de l'ARSP. Le journal détaille qu'un cahier des charges reprenant les cas de violation de la loi sur la sous-traitance, énuméré par la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo, le Club des sous-traitants et la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, a été déposé auprès de l'ARSP. Le cahier des charges reprend l'ensemble des revendications, conclut le journal. Terminons cette revue économique avec le journal Africa News qui titre à sa 16e page « Pelouse synthétique made in China, sable importé du Zimbabwe, grille pas conforme aux normes FIFA, Stade Kibasa Maliba, comment Jacques Kiabula a blanchi un tombeau à 10 millions de dollars américains. Le stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi n'a pas obtenu le quitus des inspecteurs de la CAF, malgré la récente réhabilitation sous la houlette du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, pour recevoir les matchs internationaux. La nouvelle, note le journal, est tombée comme un coup près alors qu'un folklore hors pair avait accompagné le déroulé des travaux. C'est un véritable tombeau blanchi qu'a proposé Jacques Kiabula, qui a préféré miser sur l'apparence plutôt que sur la qualité. Dans l'ensemble, poursuit le journal, les inspecteurs de la CAF ont émis un avis négatif. La pelouse synthétique made in China est d'une très vieille génération. Le sable a été importé du Zimbabwe, les grilles pas conformes aux normes FIFA, alors que les travaux ont été confiés à une entreprise jamais agréée par l'instance suprême du football. Pour les experts de la CAF, détaille le journal, il a suffi d'une observation oculaire pour attester de sa non-conformité. Pourtant, près de 10 millions de dollars américains ont été décaissés pour les travaux. Tout ça pour ça, c'est d'ailleurs exclamé un internaute sur Twitter, soupçonnant une arnaque. De l'avis des refus du ballon rond, cette sentence de la CAF est tout sauf une surprise, d'autant plus que la qualité des travaux laissait déjà à désirer, conclut le journal. Fin de cette revue économique sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Ouverture ce lundi 6 février du Forum Mining Indaba au Cap, en Afrique du Sud. À l'issue de cette 28e édition qui se tient du 6 au 9 février, les participants ont réfléchi autour du thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Vous avez suivi les détails dans ce journal. L'Assemblée générale de la SOCODA aura lieu le jeudi 9 février prochain au Musée national, ce après l'autorisation du Conseil d'État. Les rapports de l'exercice passé et d'autres résolutions seront examinés lors de ces prochains travaux. Une information que vous avez également suivie dans cette session d'information. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est dans 1 heure. Restez avec nous.
une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.